Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on va parler du NFP. On va détailler un peu ce que c'est que le NFP, voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre trading forex. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce que c'est que le NFP, mais on va entrer un peu plus dans les détails ici. Alors, qu'est-ce que le NFP? En fait, le NFP, NFP, ça signifie Non-Farm Payroll en anglais. C'est-à-dire que c'est la création d'emplois non agricoles dans le secteur aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est le nombre d'emplois qui a été créé le mois passé. Voilà, parce que ce chiffre-là, il donne le nombre d'emplois qui a été créé le mois passé. Par exemple, il sort chaque premier vendredi de chaque mois. Donc, il donne le nombre d'emplois qui a été créé dans le secteur non agricole le mois passé. Vous voyez? Et donc, les secteurs concernés par le NFP sont les secteurs de la construction, du service et de l'industrie des biens. En fait, c'est une statistique qui est beaucoup regardée et elle impacte beaucoup le marché, spécialement le Forex. Pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, la majeure partie, la plus grosse partie de l'économie, c'est l'industrie des biens, voilà, la construction et les services. Ici, je vous montre un petit, bon, ici, ça date de 2006, mais en gros, c'est un peu ça. Par exemple, le secteur de la construction, vous voyez que, voilà, c'est pas négligeable. En plus de ça, le NFP il donne le rapport de la création d'emplois dans le secteur des biens, voilà, ici transport, commerce, hôtel, restaurant. Vous voyez que c'est une grosse partie aussi. Et tout ce qui est industrie des biens, voilà. Et donc vous voyez que c'est quand même assez important. C'est plus de 50% du secteur, les trois combinés. Et donc c'est un peu ça le NFP. Le NFP c'est la création d'emplois. C'est aux États-Unis, hein. C'est la création d'emplois dans le secteur non agricole, industrie des biens, construction et services. Le nombre d'emplois qui a été créé le mois passé parce qu'il sort chaque début, c'est-à-dire le premier vendredi du mois. En gros, c'est un peu ça le NFP parce que, puisque le nombre d'emplois des trois industries qu'il touche ici représente plus de 50% de, voilà, de l'économie américaine, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup surveillé, quoi. En gros, comment est-ce qu'on peut commencer à, déjà de base, comment est-ce qu'on peut réfléchir à comment interpréter le NFP? Si on est le premier vendredi du mois, vous voyez, le chiffre sort, et qu'on constate que le mois passé, il y a eu il y a eu assez de création d'emplois dans ces trois secteurs-là, dans le secteur non agricole notamment, ces trois secteurs-là, et bien on peut s'attendre à ce que, voilà, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés, il y a eu beaucoup de personnes qui sont embauchées, il y a beaucoup de salaires qui seront versés, et donc dans les temps qui vont suivre, on peut s'attendre à une surconsommation, à une économie qui va beaucoup voilà, performer, et donc en fonction de contexte dans lequel on se trouve, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, voilà. Et donc, bon, généralement, lorsque l'économie est en surchauffe, lorsqu'il y a beaucoup de consommation, cela va créer de l'inflation, c'est-à-dire que les prix vont commencer à augmenter et l'inflation va commencer à pointer son bout du nez. Donc, vous voyez que le fait de savoir interpréter, le fait de connaître vraiment en détail ce que c'est que le NFP, vous voyez que vraiment c'est important. Par contre, si le nombre d'emplois, le mois passé, il sort et il est vraiment dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois non agricoles, bah, vous voyez que ça nous donne un indice sur les mois qui vont venir, c'est-à-dire que les entreprises peinent à embaucher des gens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire potentiellement qu'il n'y a pas assez d'argent, voilà, pour payer les gens. Les banques n'octroient pas facilement des prêts, il n'y a pas assez d'investissements qui sont faits. Et donc, naturellement, les entreprises, elles n'embauchent pas des gens. Vous voyez? Et donc, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de salaire qui sont versés à assez de monde, bah, l'économie, il y a pas de consommation, quoi. Vous voyez? Et donc, s'il n'y a pas de consommation, les prix vont commencer à baisser. Comment ça peut impacter la devise? Plus les prix baissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation. C'est-à-dire l'inflation, il va diminuer aussi. Ici, par exemple, il commence à dépasser, à baisser en dessous du seuil de 2% qui est fixé par la Fed. C'est-à-dire que ce seuil de 2%, c'est le seuil qui est surveillé par la Banque centrale des États-Unis. Voilà. Son but, c'est que l'inflation tourne autour de 2%. Et donc, si on constate que bah, y a pas de consommation et que l'inflation commence vraiment à baisser, même en dessous de 2%, et bah, vous voyez que la Fed va commencer à penser à baisser encore les taux d'intérêt pour que les entreprises puissent emprunter pour commencer à embaucher les gens. Vous voyez? Et donc, le fait que le marché va commencer à anticiper, le fait que la banque centrale va commencer à penser à baisser ses taux d'intérêt, qui dit baisse du taux d'intérêt dit baisse de la devise, vous voyez. Et donc forcément, la devise, elle va perdre de la valeur et nous, on va se positionner en fonction de ça. Et donc vraiment, comprendre ce que c'est que le NFP, c'est vraiment très important. C'est pas la peine de survoler ça. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'apprendre deux, trois choses sur le NFP, soit positivement, il y a ça, si soit négativement, il y a ça. Non, c'est vraiment de comprendre ses implications, comment est-ce qu'on l'interprète dans notre trading forex. Et donc dans la suite, on va entrer un peu plus dans le détail.
Alors avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça donne la force. Alors comment trader le NFP? Alors de base, il faut éviter de faire n'importe quoi parce que j'ai trop vu ça. C'est-à-dire que les gens, surtout les traders débutants qui sont à la recherche de, voilà, de gains rapides, voilà, ils comprennent rien. Ce qu'ils vont chercher à faire, c'est quoi? Et j'ai beaucoup vu ça aussi chez les entre guillemets gourous sur YouTube. Les gens ne comprennent franchement absolument rien. Comme généralement, lorsqu'il y a NFP, il y a de la volatilité, les gens s'attendent à quoi? Si ça sort, on va se profiter de la volatilité qui va se présenter à nous. S'il y a baisse, eh ben on va vendre. S'il y a hausse, on va vendre. Et non, ça c'est faire du n'importe quoi selon moi. Il faut toujours suivre son plan. En amont, c'est-à-dire qu'avant que ces chiffres-là ne sortent, il faut déjà prévoir ses plans. C'est-à-dire que bon, tu fais bien ton analyse fondamentale. S'il y a ça qui se passe et que ça respecte ton plan, tu rentres en position avec ton ratio risque-gain qui est respecté. Si ça ne respecte pas tes plans, tu ne rentres pas en position. Voilà. Je vais vous montrer un exemple ici tout à l'heure avec le dernier rapport sur l'emploi qui est sorti avec une position que j'ai pas prise justement parce que ça n'a pas respecté mes plans. Voilà. Et donc aussi, il faut savoir que l'interprétation du NFP, c'est pas automatique. Voilà. Son interprétation et son impact que ça aura sur le Forex, ça dépend du chiffre. Si le chiffre qui sort, par exemple, si on s'attend à un chiffre de 2 et que le chiffre qui sort, il est à 5, vous voyez qu'il y a un grand écart entre le chiffre qu'on attendait et le chiffre qui est sorti, vous voyez. Et donc, son impact et son interprétation, tout ça, ça va dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Voilà. Et donc, maintenant, je vais prendre un cas pratique pour vous présenter un peu, dans un premier temps, le dernier NFP qui est sorti. Pourquoi je ne suis pas entré en position? Qu'est-ce qui s'est passé que je ne suis pas entré en position? Ensuite, je vais vous présenter les impacts que le dernier NFP a eu sur le dollar. Et donc, le dernier NFP, qu'est-ce qu'on attendait? Et bah ici, comme vous le voyez ici, non-farm payroll, on attendait précédemment on était à 275 création d'emplois. Voilà. On attendait 200 000 emplois. C'est-à-dire qu'on attendait 200 000 emplois. Actuellement, je tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'avril. Pour le mois de mars, on s'attendait à la création de 200 000 emplois. Voilà. Et bah vous voyez que le chiffre qui est sorti est largement supérieur à 200 000 emplois. Nous sommes à 303 000 emplois. En fait, il faut savoir qu'actuellement, la Fed est en train de lutter contre l'inflation. C'est-à-dire que l'économie est très 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 résiliente actuellement aux États-Unis, notamment comme vous pouvez le voir ici avec voilà, la création d'emplois. C'est-à-dire que les gens ont tous de l'argent, les entreprises ont tout de l'argent pour embaucher les gens. Du coup, voilà, ils vont pas se priver. Les gens sont embauchés, ils vont toujours consommer. Et donc actuellement, puisqu'ils vont consommer, l'économie va voilà, toujours résiliente. Et donc actuellement, l'un des buts de la Fed, c'est de baisser cette inflation-là. Mais puisqu'il y a toujours consommation et que l'économie est toujours résiliente, bah vous voyez que vous allez voir que le dollar il est toujours à la hausse. C'est-à-dire qu'actuellement le dollar il est voilà, il se renforce de plus en plus. Et donc ce chiffre il est sorti, il était largement supérieur à ce à quoi on s'attendait. Et donc comme vous pouvez aussi le constater ici, ça c'est le taux de chômage aux États-Unis. On était à 3,9%. On pensait que ça allait rester ça à 3,9%, mais c'est descendu à 3,8%. C'est-à-dire que le taux de chômage baisse. Au lieu de monter, le taux de chômage baisse. C'est-à-dire que pour le contexte actuel, le marché s'attend. La Banque centrale des États-Unis nous a promis une baisse des taux cette année. La première baisse de taux elle n'est pas encore arrivée. Et donc, qu'est-ce qui va faire que les taux vont commencer à baisser cette année? C'est que l'économie américaine commence à ralentir. Mais que les entreprises continuent toujours à embaucher des gens. Vous voyez que l'économie n'est pas prête de ralentir maintenant. Vous voyez? Et donc, on va constater par exemple sur les graphiques que le dollar. Attendez, je vais vous mettre l'indice du dollar ici. Le dollar il est en hausse, c'est-à-dire que le dollar en hausse depuis quelques temps, voilà, comme vous pouvez le constater ici. Parce qu'on n'a pas de signe concret actuellement qui nous prouve que voilà, la Fed va effectivement baisser ses taux pour que le dollar chute. Vous voyez? Et donc, ces deux chiffres-là ont été très importants. Ça va plutôt dans le sens contraire de ce que la Fed veut. Vous voyez? Et donc, vous voyez, donc dans un premier temps, le dollar, il va monter. Voilà, il est monté ici. C'est-à-dire qu'à 14 heures, vous voyez qu'on a eu un pump du dollar. Le dollar est parti à la hausse. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'après, voilà, il n'a pas continué sa hausse, il est reparti à la baisse, il a carrément ravalé sa hausse. Eh ben, c'est dans les chiffres. On peut voir ça dans les chiffres. Mais le fait de voir ça dans les chiffres, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre le contexte et ce qui se passe. Donc actuellement, puisque la Fed, elle veut baisser ses taux cette année, le marché s'attend à ça. Et donc, le moins de signes qui va montrer que
Effectivement, l'économie est en bonne voie de se casser la figure pour que la Fed commence à baisser ses taux. Le moindre signe dans les chiffres, le marché va prendre cela positivement. Vous voyez. Alors on pouvait se dire, mais bon, ces chiffres-là, ils sont sortis extraordinairement contre le fait de baisser les taux. Parce que voilà, a grimpé en mars, le taux de chômage a baissé. Bah, normalement, le dollar, il doit pumper. Et ben non, il a pumpé dans un premier temps, et après, on a ravalé cette hausse-là. Pourquoi? Parce que ici, comme vous pouvez le constater, euh, ici, c'est le taux moyen de salaire horaire. Voilà, la variation sur un an, on a une baisse. Avant, on était à 4,3. Le marché attendait 4,1 et on est sorti effectivement à 4,1. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez, dans le sens d'une baisse du taux. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année passée, la Fed, et même avant, la Fed a commencé à lutter pour baisser ses taux d'intérêt, et notamment de la hausse des taux d'intérêt. Et donc, cette hausse des taux d'intérêt, là, ça va forcément impacter les entreprises qui n'auront plus assez d'argent potentiellement pour continuer à augmenter les salaires et même pour commencer à baisser les salaires, vous voyez. Et donc, ici, le pourcentage de taux horaire aux États-Unis, le pourcentage moyen de taux horaire aux États-Unis, avant il était à 4,3% et il a baissé effectivement à 4,1%. Ça, c'est une variation sur un an annuel, vous voyez. Et donc, ça, c'est un pas dans le sens d'une baisse du taux d'intérêt qui vient mitiger un peu le fait que voilà, le mois passé, il y a eu une hausse record de création d'emplois et puis que le taux de chômage a baissé. Mais ça, c'est une variation sur le mois passé, c'est seulement un mois. Est-ce que le fait de regarder un chiffre sur un mois, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et bien, le marché a jugé que non, parce que ça, c'est une variation qui est annuelle quand même. C'est-à-dire que sur un an, on a effectivement vu que la moyenne du taux horaire qu'on verse à une personne, et ben, elle a effectivement baissé. Et donc, le marché a jugé que c'est plus important. Donc, dans un premier temps, on a eu cette hausse et après cette petite baisse. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'actuellement, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant pour commencer à dire que voilà, la Fed, elle a de solides bases, elle a de gros chiffres actuellement qui tendent vers sa politique de baisse du tout cette année. Actuellement, c'est pas encore le cas. Voilà. Les chiffres commencent à sortir petit à petit, notamment ce chiffre de 4,1%, mais c'est pas suffisant actuellement. Vous voyez, actuellement, on est toujours dans la lignée des chiffres. On a de plus en plus de chiffres qui montrent que l'économie est résiliente aux États-Unis. Donc le dollar, il est toujours en hausse actuellement. Et donc, ça, c'était le rapport du NFP de hier. On est samedi aujourd'hui de hier. L'interprétation que je fais de, voilà, de ce mouvement-là du dollar. Et donc, quand je vous disais que ça n'a pas respecté mon plan, qu'est-ce que je voulais dire par exemple? Eh bien, on va partir sur l'USDCHF. Actuellement, il faut savoir qu'il y a des tensions géopolitiques dans le monde entier. Donc, qui dit tension géopolitique dit que les marchés financiers sont instables et ça se traduit sur le Forex par le fait que le franc suisse va s'apprécier parce que vous savez que la Suisse est un pays qui est neutre, qui n'est jamais impliqué dans les conflits. Donc, les gens vont préférer détenir du franc suisse pour stabiliser, voilà, pour stabiliser un peu les investissements, vous voyez. Parce que la Suisse, voilà, c'est quand même quelque chose de très stable. Et donc sur le Forex, vous allez voir que le franc suisse s'est vraiment apprécié ces derniers temps. Et donc sur l'USD-CHF, on était en tendance haussière. Voilà, en grande tendance haussière, comme vous pouvez le constater ici, on est en tendance haussière. On a commencé à stagner un peu ici. Et donc sur les rapports de l'emploi, à quoi est-ce que je m'attendais? Je m'attendais à ce que on a une cassure. Si on a une cassure, j'allais rentrer en position, voilà, pour viser ici, le plus haut, la prochaine résistance. Si on avait cassure, mais on a eu cette petite hausse là à 14 heures. C'était pas suffisant, vous voyez. Le dollar n'a pas fortement pumpé pour les raisons que j'ai citées précédemment. Et ensuite, le franc suisse actuellement, il s'apprécie beaucoup, vous voyez. Et donc, le dollar n'a pas pumpé pour casser cette résistance là. Donc, je suis pas rentré en position. Vous voyez, ça dit qu'il y a des gens, par exemple, qui vont voir que le franc suisse, l'USDCHF, il commence à pumper suite à la sortie de l'NF, suite à la sortie du NFP, et ils vont acheter le DCHF. Ils ne comprennent rien, ils vont rien comprendre, ils vont pas savoir ce qui se passe, et ils vont l'acheter comme ça. Et après, voilà, et après, et après ils vont se faire retourner. Et donc cette opportunité-là, je l'avais préparée, mais ça n'a pas respecté mon plan, donc je suis pas rentré en position, tout simplement. Et donc sachant ça sur l'USDCHF, j'ai une autre analyse, parce que vraiment ces derniers temps, le franc suisse, il s'est stabilisé, il a pris de la valeur. Et donc, je vais partager cette analyse dans mon groupe Telegram que je vous invite à rejoindre. Voilà, analyse fondamentale technique sur l'USDCHF. Qu'est-ce que j'attends si ça se passe? On rentre en position où?
etc., etc. Et donc, je partage cela dans mon groupe Telegram. Vous pouvez trouver le lien en description. Voilà, c'est un groupe gratuit que vous pouvez intégrer. Je partage mes analyses techniques, fondamentales et mes prises de position aussi. Voilà, et donc c'était un peu ça que je voulais partager avec vous sur le NFP, qu'est-ce que c'est. Vraiment de comprendre vraiment ce que c'est, son interprétation, qui va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, si ça sort positivement, si ça sort négativement, comment est-ce qu'on peut nuancer les propos. Et donc j'espère que cette vidéo elle a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on pourra discuter de tout ça. Après, je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Telegram, le lien sera en description. Sur ce, on se dit ciao.